L'idée sur le papier, elle est parfaite. Créer un jeu vidéo pour aider des ados à s'orienter vers des carrières techniques. Des carrières souvent mal connues ou qui ont une image un peu poussiéreuse. Exactement. Donc, une super bonne intention, ça c'est clair. Mais bon, entre l'intention et la réalité du terrain, il y a souvent un monde. Hmm. Aujourd'hui, on va faire une analyse ciblée d'une étude de cas qui est juste fascinante, tirée de la thèse de Julien Alvarez. On va suivre l'histoire d'un serious game. Un jeu qui s'appelle Technocity. Voilà, Technocity. On va voir sa création, sa conception et surtout son déploiement dans les collèges au milieu des années 2000. Notre mission, c'est vraiment de décortiquer cette expérience pour comprendre les défis, les surprises, Et les pièges, oui. les pièges qui se cachent quand on essaie de mélanger le sérieux de l'éducation avec le fun du jeu. Et c'est un cas d'école parce que Technocity, ce n'était pas un petit projet amateur. C'est né d'une collaboration très sérieuse entre le rectorat de Toulouse et une agence de com. Ah oui, quand même? Le public cible était très clair, les collégiens de 3e. C'est vraiment le moment charnière pour l'orientation. Le moment où tout se joue, ou presque. Exactement. Et l'objectif, c'était de dépoussiérer l'image des métiers, de l'industrie, de la technique, en utilisant un truc qu'ils adorent, le jeu vidéo. On va voir que cette ambition, aussi logique soit-elle, elle s'est heurtée à une réalité beaucoup plus complexe. Et beaucoup plus humaine, j'imagine. C'est tout à fait ça. Alors justement, entrons dans le vif du sujet. À quoi il ressemblait concrètement ce Technocity? Parce que quand on dit jeu vidéo, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est une excellente question, parce qu'ils n'ont pas fait un seul jeu. L'idée était plus ambitieuse. En fait, Technocity, c'était une plateforme multimédia sur CD-ROM. Ah oui, on est en 2007, il faut le rappeler, hein, le CD-ROM. On est en 2007, tout à fait. Et la structure était assez riche, divisée en plusieurs rubriques. Le cœur du truc, c'était la section « Les jeux ». D'accord. Et là, il n'y avait pas un, mais 4 mini-jeux différents. Et chacun était thématiquement lié à un grand domaine professionnel. Ah, d'accord. Donc l'idée, c'était de varier les gameplays pour représenter des secteurs différents. C'est ça. Le premier jeu, c'était pour l'électrotechnique et l'énergie. C'était un jeu de puzzle, tu vois, où il fallait connecter des circuits pour allumer une ville. Logique. Le deuxième, pour l'électronique et l'informatique, c'était plus un jeu de logique, genre activer des portes dans le bon ordre. Pour l'ingénierie mécanique, ils avaient fait un jeu de construction, un peu type machine de Rube Goldberg. Le genre de truc où il faut assembler des pièces pour faire une réaction en chaîne. Voilà. Et enfin, le quatrième, pour le bâtiment et le génie civil, c'était un jeu de plateforme où le joueur devait construire des ponts, des échafaudages pour pouvoir avancer. C'est super intéressant, parce que le choix du type de jeu, c'est pas anodin du tout. Un jeu de puzzle et un jeu de plateforme, ça ne fait pas appel aux mêmes compétences. Absolument. Et tu mets le doigt sur un point qui va devenir central dans l'analyse. J'imagine. Et à côté de ces jeux, il y avait d'autres rubriques. Il y avait une section « Les clips » avec des vidéos. On peut imaginer des témoignages de pros, des visites d'entreprise. Du contenu plus direct, plus sérieux, pour le coup. Voilà, pour contrebalancer l'aspect purement ludique. L'ensemble visait vraiment à créer un outil d'orientation complet, interactif et beaucoup plus engageant que la brochure papier classique, quoi. Bon, on a donc un outil qui semble bien conçu, bien intentionné, il y a une vraie réflexion derrière. J'imagine que le moment de vérité, c'est quand on le met entre les mains des élèves. C'est toujours là que les surprises commencent. C'est là que la théorie rencontre la pratique, oui. Et l'équipe du projet le savait très bien. Et c'est un des points forts de cette étude, la rigueur de leur méthode de test. Ils n'ont pas juste balancé le jeu comme ça. Ils ont procédé par étapes. Oui, d'abord des tests alpha avec des lycéens, un public un peu plus âgé, tu vois, pour avoir des retours bruts sur le gameplay. Est-ce que c'est fun? Est-ce que les contrôles sont bons? Ce genre de choses. Exactement. La phase de polissage, de débugage, une sorte de contrôle qualité avant de le présenter à la vraie cible. Logique. Et ensuite, ils sont passés au test bêta. Et là, ils ont vraiment sorti l'artillerie lourde. Ils ont impliqué les collégiens de 3e, mais surtout, ils ont intelligemment diversifié les contextes. C'est-à-dire? Ils sont allés dans un collège de banlieue toulousaine, disons standard, puis dans un autre avec des sections plus spécifiques, genre des 3e DP, découverte professionnelle ou ce GPA. Des élèves qui ont besoin d'un accompagnement plus concret. C'est ça. Ils ont aussi testé dans un collège en zone rurale et même dans un lycée international. Ils voulaient vraiment couvrir tous les angles. C'est une démarche très complète, presque académique. On sent qu'ils voulaient vraiment s'assurer que leur outil pouvait parler à des jeunes de tous les horizons. Tout à fait. Et on se demande si les développeurs d'aujourd'hui prennent autant de précautions. C'est une bonne question. Et le point culminant de tout ça, c'est l'évaluation post-lancement. Ça, c'est souvent zappé pour des raisons de budget ou de temps. Ils sont retournés voir 1 an après. Exactement.
un an plus tard. Pas juste pour voir si le CD-ROM marchait encore, mais pour comprendre ce que Technocity était devenu, une fois l'effet de nouveauté passé. Comment il était vraiment utilisé au quotidien? C'est cette phase-là qui a livré les enseignements les plus profonds et les plus contre-intuitifs. Alors, un an plus tard, le jeu est dans les collèges, la poussière est retombée, le pari est réussi, l'équipe mène l'enquête. Alors, le verdict du terrain. Le verdict est nuancé et absolument passionnant. Commençons par les élèves. Le premier constat, il est massif, sans appel. Ils ont perçu Technocity comme un jeu. Point. Ah. L'étiquette sérieux ou outil d'orientation, elle a été complètement balayée. L'aspect ludique a cannibalisé l'intention pédagogique. C'est le piège classique du ludo-éducatif, ce que certains appellent le syndrome du brocoli enrobé de chocolat. C'est une super image. L'enfant mange le chocolat, mais il laisse le brocoli. Le game a dévoré le serious. C'est exactement ça. Et la preuve la plus flagrante, elle est dans leurs préférences. Tu te souviens des 4 mini-jeux? Oui, le puzzle, la logique, la construction et la plateforme. Eh bien, celui qui a eu un succès écrasant, mais vraiment écrasant, c'est le jeu de plateforme, celui du bâtiment. Le plus jeu vidéo classique en quelque sorte. Voilà. Il était de loin le plus populaire, peu importe si le domaine du bâtiment intéressait l'élève ou non. Le plaisir immédiat du gameplay a totalement primé sur le contenu. L'habillage thématique, c'est devenu un simple décor. C'est fascinant. Ils n'ont pas choisi le jeu en fonction du métier, mais en fonction du plaisir de jeu. Ça en dit long sur la hiérarchie des priorités dans le cerveau d'un ado. Tout à fait. Et ça a même mené à un phénomène social assez inattendu, observé dans un des collèges. Une forme de compétition s'est installée. Pour les meilleurs scores, Oui, principalement entre les filles d'ailleurs, autour des meilleurs scores dans ce fameux jeu de plateforme. Technocity est devenu un objet de sociabilité, de défi, de statut dans le groupe. alors là, on peut voir ça de deux façons. D'un côté, c'est un échec total de l'objectif d'orientation, mais de l'autre, c'est quand même une petite victoire d'avoir créé un truc qui génère de l'interaction sociale dans un cadre scolaire, non? C'est toute l'ambiguïté de la situation. Pour un concepteur de jeu, voir ça, c'est une réussite. Mais pour le rectorat, qui voulait informer sur les métiers, c'est un détournement complet de l'objectif initial. Au final, qu'est-ce qu'ils ont retenu, les élèves? Pas grand-chose. C'est ça le problème. Une vague idée des grands domaines techniques, une sensibilisation très générale, mais quasiment aucune info concrète sur les métiers, les formations, les débouchés. Le brocoli est resté sur le bord de l'assiette. Voilà. D'accord. Bilan très mitigé côté élèves. Mais les adultes dans tout ça, les profs, les documentalistes, ils ont bien dû voir l'aspect sérieux. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. C'est la révélation majeure de l'étude. Le retour des documentalistes est absolument éclairant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont rapporté que le CD-ROM, dans la quasi-totalité des cas, avait été envoyé directement au CDI, les centres de documentation et d'information. La bibliothèque du collège, quoi. C'est ça. Le jeu n'a quasiment jamais été distribué aux professeurs pour être utilisé en classe. Attends, mais ça change absolument tout. Ah oui, Ça veut dire que le jeu n'a pas été traité comme un outil pédagogique intégré à un cours, mais comme une ressource en libre service, comme un livre ou une BD. précisément. Il était donc utilisé de manière autonome par les élèves, sur leur temps libre, en permanence, à la pause de midi. Sans aucun cadre, sans aucune explication. Sans personne pour faire le lien? Personne. Et les documentalistes sont formels. Il y a eu un essai de mode au début, et puis, très vite, l'utilisation a chuté drastiquement. Et il a fini par prendre la poussière sur une étagère. Exactement. Le destin tragique de tant de bonnes intentions technologiques. On a donc un tableau assez clair. Les élèves le voient comme un pur divertissement, et l'objet lui-même est physiquement placé dans un lieu associé au travail autonome, voire au loisir. Il y a une déconnexion fondamentale, oui. Et qu'est-ce qu'on en conclut alors? Ce qui est brillant dans l'analyse d'Alvarez, c'est qu'il montre que toutes ces observations convergent vers un seul et même diagnostic. Un seul chaînon manquant fondamental. Lequel? L'absence de médiateur. Un médiateur, c'est-à-dire une personne? Un guide, pour faire le pont. Exactement. Un guide humain. On s'est retrouvé avec une situation où les enfants et les adultes n'avaient pas du tout le même contrat de lecture de l'objet. Un dialogue de sourds. C'est ça. Les élèves cherchaient à s'amuser. Les adultes y voyaient un outil pédagogique. Le jeu a été pensé comme un scalpel, mais il a été distribué comme un couteau suisse et utilisé comme un simple jouet. Et en atterrissant dans les CDI, il a été symboliquement sorti de la salle d'opération, qu'est la salle de classe, pour être mis dans le tiroir à tout faire. C'est une excellente analogie. Et le problème de fond, c'est que le projet n'avait pas ce que la thèse appelle
un scénario d'utilisation. Personne n'a pris le temps d'expliquer aux profs, aux conseillers d'orientation comment intégrer ce jeu. On leur a donné le quoi, mais pas le comment. On leur a donné un super outil, mais on a totalement omis le mode d'emploi pédagogique. Il manquait ce prof qui aurait pu dire en classe « Bon, tout le monde a joué au jeu sur le bâtiment, c'était marrant, maintenant on débriefe. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu qui correspond au métier d'architecte, à celui de grutier? Parlons-en. C'est ce pont, ce dialogue orchestré par un humain qui transforme une expérience ludique en un apprentissage. » Sans ce médiateur, l'objectif pédagogique était condamné. Condamné d'avance. C'est l'exemple parfait d'un excellent outil fourni nu, sans l'écosystème humain nécessaire pour qu'il fonctionne. La faille n'était pas dans le code du logiciel. Elle était dans la stratégie de déploiement, dans l'accompagnement. Absolument. La grande leçon de Technocity, c'est donc qu'un serious game réussi, ce n'est pas juste un bon équilibre entre contenu sérieux et gameplay amusant. Ça, c'est la base. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Le contexte d'utilisation est tout aussi crucial. Si ce n'est plus. L'échec relatif du projet, il ne vient pas d'une faiblesse du jeu lui-même, mais de cette absence de pont entre l'expérience du joueur et l'objectif d'apprentissage. Le meilleur outil du monde est inutile si personne ne sait comment, quand et pourquoi s'en servir. Et cette étude, je le rappelle, elle date de 2007. L'écosystème numérique a été complètement bouleversé depuis. Et pourtant, cette histoire résonne incroyablement aujourd'hui. Quand on voit la multiplication des applications éducatives, des plateformes d'apprentissage, que ce soit pour les enfants ou pour nous-mêmes, on peut se poser la question. À quel point on prend en compte ce rôle de l'accompagnement humain? C'est ça. Est-ce que la technologie, même la plus sophistiquée, la plus intelligente, peut vraiment à elle seule atteindre un objectif sérieux, aussi complexe, aussi personnel que l'orientation professionnelle? L'histoire de Technocity suggère que, peut-être, le chaînon le plus important n'est pas technologique. Mais qu'il est profondément humain.